Bonjour, je suis Olivier Dahan, architecte .NET, Microsoft MVP. J'ai le plaisir d'introduire cette vidéo et maintenant on passe sur l'écran. A tout de suite. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer un agent plus sophistiqué que ceux de la vidéo précédente. Non, je vais vous montrer autre chose. Le moment où l'agent n'est plus la bonne abstraction pour piloter un système basé sur l'IA. Tant que la tâche reste ouverte, un agent est très utile. Mais dès que les étapes, les embranchements, les décisions et les points de contrôle sont connus, il faut changer d'architecture. Le sujet n'est donc pas d'obtenir un plan JSON plus élégant ou de mieux prompter l'agent. Le sujet, c'est de reprendre la main sur le chemin d'exécution. Pour industrialiser, il faut du déterminisme testable. Bien heureusement, Microsoft Agent Framework nous propose une solution élégante sans avoir à changer de boîte à outils. Ce que nous allons voir à l'œuvre dans 3 démos, commentées à venir. La plupart des démonstrations d'agents sont convaincantes tant que l'on ne regarde que le résultat final. Le problème apparaît quand on regarde le trajet réellement emprunté. Si le processus est déjà connu, demander au modèle d'inventer une orchestration est une mauvaise idée. Vous ajoutez de la variabilité là où vous devriez injecter une contrainte utile. Le workflow n'est donc pas un gadget qui complexifie, c'est l'endroit où vous encodez le process dans le code au lieu de l'espérer dans le prompt en demandant la génération d'un flow par le LLM. La génération de plans en JSON est vue dans ma formation à Agent Framework. Je suppose donc ici que vous l'avez suivi ou que vous êtes suffisamment auto-formé pour comprendre de quoi je parle, car je ne reviendrai pas sur cette méthode ici. Je veux que le tableau actuellement à l'écran soit lu comme un outil de décision, pas comme une hiérarchie morale. L'agent seul n'est pas mauvais, il est simplement adapté à d'autres problèmes. Pour une réponse ouverte où des outils sont appelés ponctuellement, l'agent seul reste un choix naturel. En revanche, pour des étapes connues, des branches métiers ou un besoin d'audit, il devient fragile. Toute l'idée de MAF est de contraindre un cheval fou, qui est le LLM, pour le forcer à trotter à la bonne allure dans les limites du tracé du champ de course qu'on a créé, pour une application. Vampiriser sa puissance et sa force de travail, son intelligence, mais sans jamais lâcher la bride, sans jamais lui faire une confiance absolue et aveugle. C'est comme cela que MAF permet à l'IA de s'intégrer dans un processus industriel fiable qui est un logiciel professionnel. Le workflow devient alors le bon contenant parce qu'il rend l'ordre, le routage et l'observabilité explicites et contrôlés par le développeur et l'architecte. Le cas retenu pour cette vidéo est volontairement simple. Une demande métier arrive, on l'analyse, on décide si elle est exploitable, on demande éventuellement une précision, puis on produit un contrat final. À ce stade, nous ne sommes déjà plus face à une simple intention. Nous sommes face à une petite machine à état, et il existe un ordre connu, une branche de clarification et une sortie finale. C'est exactement le genre de situation où l'on sent que l'agent seul commence à faire trop de choses à la fois. Comprendre, décider, arbitrer le chemin, puis valider sa propre sortie. Ne laissons pas le cheval décider seul du parcours et de l'allure. Je vais le dire très directement. Un plan JSON généré par le LLM n'est pas un moteur de workflow. C'est une option intéressante, mais elle ne s'applique pas aux situations les plus courantes qu'on rencontre dans les applications. Un plan JSON reste une proposition de modèle, il peut être formé, valide et même pratique. Mais la séquence reste proposée par le LLM. Dans un workflow, la séquence et les branches appartiennent à votre code. Ce n'est pas un détail de mise en œuvre, c'est la différence entre fiabiliser une sortie et gouverner un processus. C'est aussi une façon différente d'architecturer et d'analyser le besoin. Je n'ai besoin que de 5 briques élémentaires pour passer de l'agent isolé à un workflow. Des exécuteurs, des edges, des conditions, des events et la notion de superstep. Un exécuteur est une unité de traitement. Un edge relie 2 unités de traitement. Une condition choisit un chemin plus qu'un autre. Les events rendent l'exécution visible en permettant d'être averti de ce qui se passe. Et les supersteps structurent l'avancement du workflow en regroupant des étapes en blocs logiques. Et surtout, les messages qui circulent sont typés. C'est le type qui permet de sortir du flou du prompt et d'entrer dans un contrat explicite. Je passe maintenant sur le premier exemple. L'objectif n'est pas d'impressionner, l'objectif est de montrer le plus petit workflow qui justifie déjà le changement d'architecture. Vous allez voir 3 exécuteurs, un message de décision typé, puis 2 arrêts conditionnels. Ce qui compte, ce n'est plus la complexité d'un prompt, mais c'est l'endroit où la décision du routage vit réellement, c'est-à-dire dans votre code. Je laisse la démo se dérouler, puis je reviens pour qu'on fasse un point. Avant de nous lancer dans le code, dans 2 secondes, regardons le workflow minimaliste qui est mis en place.
on a une demande client. Elle va être passée par un analyseur, donc l'Analyze Request Executor, qui lui va avoir pour charge de savoir si la demande est suffisamment claire et précise pour pouvoir établir, par exemple, une proposition commerciale. S'il y a besoin de clarification, on va passer par un autre exécuteur dont le rôle est justement d'écrire un texte demandant à la personne des précisions pour pouvoir continuer la proposition. S'il n'y a pas besoin de clarification, alors il dispose de toutes les informations et on passe par le nœud Produce Draft Executor qui lui va produire la proposition finale. Comme du texte peut être généré aussi bien par le Produce Draft Executor que par le Need Clarification Executor, les deux finissent par atterrir dans une sortie qui est With Output From et dans laquelle on va lister les exécuteurs qui peuvent être fournisseurs du texte final. Bien évidemment, s'il n'y a pas eu de demande de clarification, on aura du texte dans le Produce Draft Executor, alors que l'autre renverra nul, et vice-versa. C'est ce qu'on va voir maintenant exactement dans le code. Alors après le diagramme, passons au code. Première chose, c'est le using. On utilise donc le AI Workflows. C'est très important parce que c'est une librairie à part, elle ne fait pas partie de Microsoft Agent Framework directement, elle fait partie de l'ensemble, comme les extensions AI, mais elle peut fonctionner toute seule. Et ici, dans cet exemple minimaliste, on ne va pas faire appel à une intelligence artificielle, on va juste utiliser les capacités du workflow, ce qui prouve qu'on pourrait s'en servir, bien évidemment, dans d'autres cas de programmation en dehors de l'intelligence artificielle. Donc vous vous rappelez du diagramme qu'on a vu à l'instant, on a un workflow et notre workflow il est déclaré ici. Et on va voir qu'on suit à peu près exactement ce qu'on a vu sur le diagramme, c'est-à-dire que on a un analyseur, donc on crée un workflow Binder à partir de l'analyseur qui est le point de départ, et on va en écriture fluente ajouter des edges, donc en fait des décisions à prendre avec des embranchements. Une première edge va aller de l'analyseur vers le bloc clarification, une autre edge va aller de analyseur vers le bloc rédaction. Et on voit que l'un comme l'autre sont accompagnés d'une condition. Ici, c'est condition, décision. Est-ce qu'on a besoin de clarification, oui ou non? Et ici, c'est le contraire, c'est si on n'a pas besoin de clarification. À la sortie de l'analyseur, le système va décider de nous envoyer soit vers le système de clarification, soit vers l'écriture, vers la rédaction. Et tout ce monde se regroupe donc with output from, et là on liste les nœuds des exécuteurs qui peuvent être fournisseurs de sortie, donc le bloc clarification et le bloc rédaction. Et là on fait un build et on va pouvoir faire un run tout simplement de notre workflow, et on va pouvoir faire le run ici dans un await avec un in process execution, le run async de workflow, donc le workflow que nous avons construit ici, et de la demande, on va supposer qu'on l'a en constante, on aurait pu la récupérer d'un email qui provient de l'extérieur, d'une base de données, etc. Et là, on va faire une demande très simple, c'est je veux lancer une offre produit pour le segment PME. Imaginons, je sais pas, qu'on soit une agence de pub, faisons le run tout de suite pour s'apercevoir de ce qui se passe. Nous voici avec la sortie du workflow qui est immédiatement affichée. La demande ne peut pas partir en production, il manque budget cible, échéance de livraison. Merci de compléter ces points avant la rédaction du contrat final. Pour comprendre ça, il faut regarder juste un petit peu notre analyseur, comment il est fait. Alors il n'utilise pas l'intelligence artificielle, bien sûr, mais notre analyseur, c'est un exécuteur, et il va prendre une string qu'il va analyser, et cette string, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va juste chercher s'il y a des mots-clés qui manquent ou qui manquent pas. Donc là, c'est vraiment rudimentaire, et c'est là que, par exemple, cet exécuteur serait, au contraire, très très bien remplacé par un agent, ou au moins un appel LLM, pour analyser le texte et dire s'il manque des choses ou pas dedans. Et puis, ça va sortir une analyse. Ce résultat d'analyse, on l'a dans l'analyseur description. On voit que l'analyse description, c'est un record. Donc les messages qui transitent dans le système sont des messages typés en fonction de notre métier et de ce qu'on veut faire de notre workflow. Quand l'analyseur va répondre, il répondra quelque chose qui sera de la forme de ce record. Et notamment, une information qui va nous être importante, qui est le fameux Need Clarification qu'on a vu être utilisé. C'est celui qu'on récupère un peu plus loin, ici, et on voit qu'on récupère la décision, et dans la décision, on va checker donc le Needs Clarification, s'il a true ou s'il a false. Autre étape, donc en dehors de l'analyseur, on voit qu'on a le module de clarification. Need Clarification Executor, c'est un exécuteur qui lui prend en entrée Analysis Decision et qui va sortir une chaîne. Et là, c'est très simple, il va tout simplement générer une chaîne qui contient la demande ne peut pas partir en production parce qu'il manque, et il va utiliser ce qu'il y a à l'intérieur du message qu'il a reçu, qui est donc l'analyse decision, qui contient aussi la liste de toutes les choses qui manquent. Et donc, on va pouvoir écrire les choses qui manquent. Revenons au début du code, vous voyez, il est assez court. Troisième exécuteur, c'est la rédaction. La rédaction, c'est le Produce
draft executor, qui est aussi un exécuteur, qui prend aussi en entrée l'analysis decision et qui va sortir une string, exactement comme l'autre. Là, cette fois-ci, il va générer le contrat final. Là encore, un LLM serait bien sûr plus approprié pour générer un texte personnalisé en bon français ou en anglais, etc., en fonction de la langue de l'utilisateur ou du client qui est visé. Ici, on génère directement notre contrat final prêt à être relu. L'intention, on va l'extraire du message qu'on a reçu, donc le résultat de l'analyse. Donc on relance une dernière fois. On voit bien, la demande ne peut pas partir en production parce qu'il manque le budget cible et l'échéance de livraison. Alors, pourquoi il manque tout ça ? Il manque tout ça parce que dans notre analyseur, on a vu qu'on cherchait le mot budget, on cherche le mot échéance, on cherche le mot segment, etc. Et dans la phrase que pour l'instant je lui ai soumis, je veux lancer une offre produit pour le segment PME. Et bien évidemment, il manque la cible, il manque le délai de livraison, etc. Alors là, on va voir une phrase plus complète qui contient le nom du segment, le budget et la deadline qui est souhaitée. On relance le programme et cette fois-ci, notre workflow nous sort le contrat final prêt à être relu. Donc intention, demande normalisée, je veux lancer une offre produite pour le segment artisan chauffagiste, c'est ce qui était dans ma phrase, le budget, c'est ce qui était dans ma phrase, est de 100K, et la deadline est fin mai. Le statut qui est décidé par l'analyseur, c'est exploitable sans clarification, et on voit bien qu'aucune clarification nous a été demandée, mais le but était ici de faire voir un workflow minimum. On a une entrée, un analyseur, deux possibilités d'aller d'un côté ou de l'autre en fonction du résultat de l'analyse, et un résultat final qui est produit, une sortie qui est produite. On va repasser maintenant au débriefing complet sur cet exemple. Débriefing. Ce que cette démo prouve, c'est que le routage ne dépend plus d'une intention implicite ni d'un ensemble d'instructions système données à un agent qui seront interprétées selon le modèle et son entraînement. L'analyse produit un message typé et le graphe décide du chemin sur la base de ce contrat. Autrement dit, le code C# exprime le process comme dans toute application classique. Le modèle n'invente ni les étapes ni l'ordre. Il peut encore produire de la valeur, bien sûr, mais il ne gouverne plus la structure du flow. C'est le premier seuil important de la vidéo. On quitte le pattern agent plus outil piloté par le modèle pour entrer dans une orchestration explicite, ce que des informaticiens old school appelleraient tout simplement un algorithme. Deuxième démonstration. Je garde une étape linguistique pilotée par modèle, mais je l'encadre dans un exécuteur C# et je la place au milieu d'un workflow explicite. Ce montage, tout à fait licite, évite d'intégrer un agent dans le workflow, ce qui est prévu d'ailleurs à terme par MAF. Il faut garder en tête l'idée même de cette vidéo. Je ne suis pas en train de remplacer les agents, je suis en train de leur retirer ce qu'ils ne devraient pas gouverner seuls: l'ordre, l'arrêt, le branchement et la validation finale. Pendant la démo, observez bien la séparation entre les parties déterministes et la partie linguistique. Comme pour l'exemple précédent, on va regarder le diagramme 2 secondes, avant de regarder le code. On voit ici le principe est assez identique, on a une input à gauche, on a un certain nombre de nœuds exécuteurs, le normalize request exécuteur, le generate contract, on a le post validate exécuteur en bas à gauche, et puis la sortie avec le contrat final. Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence par rapport à l'exemple précédent ? D'abord, on a un workflow qui va être linéaire. Ici, il n'y a pas d'embranchement, oui, non, est-ce qu'il manque des choses ou pas, etc. Ça suit un chemin précis. Mais chaque bloc fait un travail bien particulier. Et on s'aperçoit que le deuxième bloc, le Generate Contract with Ollama Executor, est un exécuteur qui encapsule l'appel à un LLM pour justement générer le contrat. On vient tout de suite voir le code maintenant. Voici le code qui correspond exactement au diagramme que nous venons de voir. Dans les using, on s'aperçoit effectivement qu'on a un peu plus de choses. On a ici le Microsoft Agent AI Workflows, ça c'est normal. Et puis on a le Extensions AI et Ollama Sharp. Alors vous voyez qu'on n'a pas le namespace qui correspond aux agents, parce que ici on ne va pas utiliser d'agent encore une fois, on fera un appel LLM direct. Notre workflow, parce que c'est ça qui compte, il est ici. On part d'une étape qui s'appelle normalisation. Et vous voyez, normalisation, c'est un exécuteur particulier, et on pourrait voir tout de suite à quoi il correspond. C'est un exécuteur qui va demander, fabriquer la requête qui va être exécutée. Tu reçois une demande déjà encadrée par le workflow, tu dois uniquement produire un contrat final très court avec objectif, cible, ton, garde-fou. Tu ne proposes ni étape ni plan, demande source, et ici on intègre justement le fameux message qu'on vient de recevoir. Donc ça reçoit un string, et ça ressort un string. Ça, c'est le nœud d'entrée
normalisateur. Et puis après, toujours pareil, en Fluent, on a add edge, elle va de normalisation à rédaction, et puis on voit qu'on a une autre edge qui est ajoutée, qui va elle de rédaction à validation, donc on voit bien ici notre chemin linéaire, alors que dans l'exemple précédent, on partait de l'analyse et on allait vers l'un ou vers l'autre avec une condition. Ici, il n'y a pas de condition, et on va suivre un chemin normalisation, rédaction, rédaction, validation, et le tout va se retrouver avec le input from validation, puisque c'est la dernière étape. Quand il va tourner, eh bien, il va analyser une phrase qui est ici, et puis on va voir qu'on attrape les événements de sortie pour dire quelle est la sortie validée, et toujours, en cas d'erreur, pouvoir attraper l'erreur du workflow. Donc on est dans un workflow extrêmement simple. La seule différence, c'est que un de nos exécuteurs, celui qui fait le contrat, là demande explicitement au contrat d'être exécuté par Ollama. Et la demande a été préparée à l'étape d'avant. Donc ça peut marcher comme ça en plusieurs étapes qui chacune sont spécialisées dans une partie du travail à fournir. On exécute. Voici la sortie qui s'affiche. Sortie validée, donc ça correspond bien ici dans l'écoute de nos événements à l'événement ici qui est arrivé avec marqué sortie validée. Et ici, contrat final post-validé par le workflow. Donc voici un workflow qui est capable d'appeler une intelligence artificielle, donc un LLM, dans l'un de ses exécuteurs. Ça pourrait être dans tous, ça pourrait être dans aucun, comme dans le premier cas, et c'était vraiment un cas minimaliste, ou dans les versions à venir de MAF, puisqu'on est en version 1 RC5 au moment où j'écris cette vidéo. Quand on sera en version définitive, on va être avec la possibilité de pouvoir remplacer à l'intérieur du workflow les exécuteurs éventuellement par un agent. Ce qui permettra bien sûr d'avoir aussi le bénéfice, par exemple, des outils, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, où je montre comment on peut mettre un agent en place. Cet exemple-là est terminé, on passe à son débriefing technique. Débriefing. Pour cette démonstration, et comme je l'ai dit, j'encapsule la partie linguistique dans un exécuteur qui appelle le LLM. Bientôt, il sera possible dans MAF d'utiliser directement un agent au sein du workflow, ce qui ouvrira encore plus de possibilités. Mais le principe restera le même. Le message d'architecture, lui, ne change pas. Le modèle produit le texte, le workflow dirige le chemin. C'est exactement la ligne saine à poursuivre. Le LLM traite le langage, le workflow traite la gouvernance. Dès qu'on mélange les deux, on finit par demander au modèle de planifier, d'arbitrer, d'agir, de se corriger et de s'auto-auditer. C'est une mauvaise répartition des responsabilités. C'est accepter un flou inhérent au LLM dans un contexte où 2 et 2 doivent toujours faire 4. Un logiciel n'est pas un roman où une tournure de phrase peut être remplacée par une autre sans dommage. C'est une machine déterministe qui doit le rester. IA ou non. Cette démo montre donc qu'un LLM devient plus utile quand il est placé à l'intérieur d'un cadre stable. C'est notre cheval fou déjà évoqué qui ne peut plus courir que dans un couloir donné, à une vitesse donnée, et en suivant des étapes précises parce qu'un cavalier aguerri le dirige à chaque moment. Le cheval puissant mais fougueux, c'est le LLM, le cavalier, c'est l'architecte qui a conçu le workflow. Dernière démo. Je reprends un workflow exécutable. Cette fois en streaming, pour regarder vivre le moteur de workflow au lieu de regarder uniquement le résultat final. Le point essentiel ici, à ne pas louper, c'est l'observabilité. On voit quel exécuteur démarre, lequel se termine, quel chemin a été pris et quand la sortie est émise. Là, on quitte définitivement la logique du simple « je tape un prompt et ça marche » ou pas. On passe à une logique d'audit, de diagnostic et d'exploitation. On peut comprendre ce qu'il s'est passé, localiser l'étape fautive s'il y en a une, corriger, retester, bref, c'est de l'informatique. Toujours pareil, pour cette troisième et dernière démo, on va passer par un diagramme un peu particulier avant d'aller voir le code. Alors cette fois-ci, je vous ai pas fait le diagramme algorithmique de ce qui se passe dans le workflow, mais le but de cette démo est de faire voir qu'on peut écouter de nombreux événements, on peut auditer, on peut changer beaucoup de choses. Et donc là, on voit dans la colonne de gauche toutes les étapes qui peuvent être observées et qui vont faire partie de notre workflow. Et puis, dans la colonne de droite, je vous ai mis en fait la liste des messages, des events, qui vont être générés par chacune de ces étapes et qui peuvent être éventuellement écoutés et qui peuvent servir à faire du log, de l'audit ou à modifier le cours des choses. Là, ici, on va avoir un workflow assez simple. On va construire, pareil, depuis une demande, quelque chose. On va avoir une analyse. On va construire le prompt. On va générer le contrat avec le LLM. Et puis, on va avoir une phase de post-validation. Ça sera la fin de notre workflow. Donc ça, c'est la colonne de gauche. Et en face, vous voyez donc qu'on a un certain nombre d'événements, comme par exemple le workflow started event, qui permet de savoir que le workflow a démarré. Ce que je vous demande de voir dans la démo qui va suivre, c'est pas tellement la démonstration du workflow, on l'a vu dans les deux exemples précédents, ça va être plutôt de voir l'observabilité, là, la fabrication du contrat final, etc. On va le voir, il va exister, mais c'est surtout la liste des traces qui va pouvoir être sortie par l'observabilité qu'on a sur les événements. Nous voici sur le code. On retrouve Ollama Sharp et Extension AI, puisqu'on va faire appel à Ollama en local.
On aurait pu faire de l'appel à de l'OpenAI ou à de l'Azure, hein, vous le savez très bien, voir la vidéo précédente où j'explique tout ça. Et puis bien sûr, on retrouve le namespace du workflow, bien évidemment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, j'ai dit qu'on n'allait pas rentrer dans les détails du workflow lui-même. Ce qu'on va voir, ce sont les événements qui sont observés. Donc le workflow, je vous le fais voir, il est là. Il reprend le schéma qu'on vient de voir. Donc on part d'un analyseur. On ajoute une edge qui va prendre l'analyseur en entrée avec un envoi vers la préparation, avec une condition quand même, c'est si c'est ready. Et ça sera l'analyseur qui va nous dire si on est ready ou pas. Donc c'est si il manque des informations vraiment à l'intérieur. On verra que ça va nous dire qu'on ne peut pas le faire. Ensuite, on a un edge qui va de préparation à rédaction, puis un edge qui va de rédaction à validation. Donc là, on retrouve un flux plus linéaire, et puis une output de validation. Pareil, j'ai préparé 2 phrases, une qui va être complète, une qui ne va pas l'être, pour qu'on puisse voir la différence. Mais surtout, ce qui compte, c'est voir ici, dans le for each des workflow events, on va avoir tous ces événements qui vont être tracés et qui vont être inscrits à l'écran, ce qui va nous permettre de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de notre workflow. Donc on exécute directement, on revient sur le début de notre sortie et on voit tout ce qui a été sorti par notre système de traces. Donc on voit qu'on est passé d'un workflow démarré à un workflow qui se termine, une étape démarrée avec exécuteur invoqué, donc on a le nom de l'exécuteur terminé, pareil pour celui-là, on sait qu'on a analysé, on sait qu'on a fabriqué, on a fait le build du prompt, on sait qu'on a généré le contrat, on sait qu'on a fait la post-validation, et puis on a la sortie validée, contrat final, et maintenant on a la vraie sortie du programme, donc sortie validée, et là il nous a fait tout un laïus avec les objectifs, il nous a sorti le contrat complet avec la cible, etc. Et donc pour garantir le succès de cette proposition, plusieurs garde-fous sont à considérer, puisqu'on lui a demandé de donner la liste des garde-fous. Donc ça, c'est parfait, ça a fonctionné. On va lui donner une phrase, une demande, qui est pas complète. Et ici, on voit que la demande d'entrée n'est pas assez précise pour la démo. Comme on ne peut pas lancer la démo d'observabilité, on a choisi dans ce cas-là, puisque c'était le but de cette démo, de générer une erreur d'exécution. Donc là, on est arrêté sur une erreur d'exécution. Donc on ne passera pas par le isReady ou not isReady. Il suffirait de faire sauter ce truc-là, et puis on aurait bien évidemment un autre résultat. Mais ce n'était pas le but de cette troisième et dernière démo, c'était de vous faire voir qu'on pouvait observer finement tout ce qui se passe à l'intérieur de notre workflow. On continue. C'est le moment de conclure. Je terminerai avec une règle simple. Quand la tâche est ouverte, laissez l'agent explorer. Quand le processus est connu, codez le flow. Si un agent devient instable, la première réponse n'est pas de le prompter plus fort. La bonne réponse est souvent de changer d'architecture. Dans la vidéo suivante, on gardera ce workflow explicite, mais on changera de question. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de savoir qui pilote le chemin, comme on a regardé aujourd'hui, il s'agira de savoir ce qu'il devient quand le temps réel s'interrompt. C'est passionnant, mais surtout indispensable à savoir mettre en œuvre. Abonnez-vous pour ne pas avoir à louper ce prochain voyage au pays des IA utiles. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, si vous êtes une équipe .NET, un éditeur logiciel ou une structure qui veut cadrer sérieusement un projet agentique, je propose plusieurs formats d'accompagnement. D'abord des formations sur 2 jours, et puis le format jour vise la compréhension et la mise en œuvre. Le format sur 2 jours va viser plus loin sur la structuration et l'industrialisation, mais je propose aussi des workshops orientés preuve de concept pour partir de votre contexte réel et évaluer ce qui est valable, utile, faisable et raisonnablement industrialisable. L'objectif reste toujours le même, repartir avec un socle exécutable, des patterns compris et une trajectoire crédible vers la production. Comme pour l'introduction, je me suis dit qu'un peu d'humain dans la boucle, ça ferait toujours un peu de bien et c'est indispensable en IA comme vous l'avez vu. Donc je suis venu de vive voix vous remercier et vous dire à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin vers une architecture réelle et industrielle, avec sécurité, observabilité, données métiers, RAG et cadrage de production, vous trouverez les informations utiles en description ou sur mon site, ou bien vous pouvez me contacter directement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.